plus tarder commencer avec notre premier conférencier, Kevin Bisson. C'est un ancien travailleur social qui est retourné aux études en philosophie. Maintenant, il est chercheur à la maîtrise sous la supervision de Jocelyn McClure et sa recherche est subventionnée par le CRSH et le FRQSC. Il s'intéresse particulièrement aux questions d'éthique liées à l'aide internationale et aux théories conséquentialistes. Il est co-directeur de la revue Phare, fondateur d'un organisme d'aide internationale qui supporte les transferts de fonds entre le Canada et le Cameroun, et d'un podcast d'éthique pratique grand public qui s'appelle Parlons éthique. Alors Kevin, je te cède la parole. Oui, merci Marie-Pierre. Je vais tenter de voir. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'IDEA et toutes les personnes présentes qui permettent en fait de faire ces échanges et de recevoir vos commentaires et critiques qui sont toujours très appréciés. D'ailleurs, cette présentation que je l'ai grandement enrichie des commentaires et des critiques que j'ai reçus lors de ma présentation du 15 septembre dernier à l'IDEA. Et c'est une conférence que je faisais justement parce que j'avais eu la chance de pouvoir gagner la bourse de l'IDEA, qui est quelque chose qui est très intéressant à pouvoir gagner et à avoir accès à toutes ces opportunités-là que l'IDEA peut nous offrir. Et donc, ma conférence va consister à présenter le problème de la pauvreté mondiale et les questions de justice globale à travers le débat entre l'altruisme efficace d'un côté et la critique institutionnelle, afin d'identifier comment rendre l'altruisme efficace moralement plus complet et plus efficace. Donc, sur un plan théorique, les deux approches diffèrent selon deux divisions classiques. Donc, premièrement, lorsqu'on parle de justice globale, la première division qu'on tend à faire est celle entre le cosmopolitisme moral et le cosmopolitisme institutionnel. Donc, d'un côté, le cosmopolitisme moral met l'accent sur l'idée que chaque individu a le devoir moral de faire sa part pour alléger la souffrance des personnes vivant dans la pauvreté absolue dans les pays en développement. De l'autre côté, le cosmopolitisme institutionnel défend l'idée que les problèmes mondiaux, dont fait partie la pauvreté mondiale, trouvent leur origine dans les structures économiques mondiales. Et donc, pour combattre efficacement la pauvreté, il est nécessaire de s'attaquer à la racine des causes, que sont les institutions. Et la seconde division, qui consiste à différencier les approches selon leur fondement éthique. Dans le cas du débat entre l'altruisme efficace et la critique institutionnelle, l'opposition se trouve entre une approche utilitariste et une approche déontologique. Et ma présentation va consister principalement à mettre l'accent sur cette deuxième opposition entre l'altruisme efficace et la critique institutionnelle. Donc, avant de présenter cette opposition fondée sur les deux approches éthiques, je vais brièvement présenter ce qu'est l'altruisme efficace et la critique institutionnelle. Donc, d'une part, l'altruisme efficace, c'est un mouvement qui vise à maximiser le bien qu'on peut faire dans le monde par l'utilisation de la raison et des meilleures données empiriques pour guider nos actions. L'altruisme efficace s'intéresse à une multitude de causes, dont l'intelligence artificielle, la condition des animaux d'élevage, les pandémies, etc. Mais la cause qui occupe le premier rang de leur priorité est la pauvreté mondiale. Donc, l'altruisme efficace en est venu en fait à la conclusion que la manière la plus efficace de faire le plus de bien dans le monde en s'attaquant à la pauvreté mondiale, c'est d'optimiser l'aide internationale. Cette optimisation est fondée sur l'idée que depuis les premières vérifications empiriques de l'efficacité de l'aide internationale qui ont eu lieu en 2001, les recherches ont montré que 3 initiatives sur 4 d'aide internationale ont un effet soit légèrement néfaste, n'ont aucun effet ou un effet bénéfique négligeable sur la population qui est visée à être aidée. Et que du dernier quart d'initiatives qu'on considère efficaces, une petite poignée d'initiatives sont ultra efficaces, c'est-à-dire qu'elles créeraient 100 fois plus d'utilité que l'initiative efficace moyenne. Donc, l'altruisme efficace est donné comme mission d'identifier les initiatives les plus efficaces afin de tourner nos dons vers les organismes qui peuvent faire la plus grande différence. En faisant ça, on peut multiplier par un facteur plus grand que 100 l'efficacité de nos interventions liées à l'aide internationale. Puis là, je vais maintenant donner 2 exemples d'initiatives qui sont supportées par l'altruisme efficace. Donc, le premier, c'est Give Directly, qui est un organisme de transfert d'argent qui transfère 1 000 $ américains aux familles les plus pauvres des pays les plus pauvres du monde. Et les familles peuvent ensuite décider d'utiliser l'argent comme bon leur semble pour améliorer leurs conditions. Ensuite, il y a l'exemple de The Against Malaria Foundation, qui est un organisme qui distribue des filets qui servent à protéger les personnes des piqûres nocturnes des moustiques qui transmettent la malaria, ce qui permet de prévenir beaucoup de cas de malaria en Afrique subsaharienne. Donc, il est à noter aussi que la plupart des organismes soutenus par l'altruisme efficace ressemblent plutôt à ce genre d'organisme qu'à Give Directly.
Dernière notion importante, l'altruisme efficace investit environ 100 millions de dollars par année pour s'attaquer à la pauvreté mondiale. De l'autre côté, selon la critique institutionnelle, qui s'adresse principalement à l'altruisme efficace, l'optimisation de l'aide internationale n'est pas la façon la plus moralement adéquate ni la plus efficace d'agir sur la pauvreté mondiale. Donc, selon eux, l'aide internationale ne s'attaque qu'aux symptômes, alors que la racine du problème est institutionnelle et systémique. C'est donc en s'attaquant à changer ces institutions qu'on pourra réellement s'attaquer à la pauvreté mondiale. Donc, les moyens préconisés par les critiques institutionnelles sont de mettre des pressions sur les gouvernements pour faire des changements politiques et économiques mondiaux. Un exemple de changement systémique proposé par la critique institutionnelle est de mettre fin, par exemple, aux paradis fiscaux. L'évasion fiscale dont sont victimes les pays en développement est estimée à 1 billion de dollars chaque année. C'est un montant qui pourrait permettre aux pays en développement de réellement faire une différence pour améliorer leur situation. Donc, ce que la critique institutionnelle vise à faire, c'est que les 100 millions de dollars que l'altruisme efficace utilise servent à faire des changements institutionnels plutôt qu'à supporter des organismes d'aide internationale. Donc, dans la première partie de ma présentation, je vais présenter les 4 concepts définissant l'utilitarisme. Donc, le welfarism, la maximisation, le principe d'équité utilitariste et la conception du tort qu'ils en ont. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais présenter comment l'altruisme efficace diffère de l'utilitarisme par rapport à ces 4 concepts. Parce que l'altruisme efficace n'est pas simplement une application de l'utilitarisme, mais c'est un mouvement pratique qui est limité par le réel et par le fait que le mouvement a un objet d'action particulier, la pauvreté mondiale. Ensuite, je vais présenter les critiques que la critique institutionnelle adresse à l'altruisme efficace par rapport à chacune de ces conceptions. Finalement, dans la troisième partie, je vais faire mon évaluation des critiques que la critique institutionnelle adresse à l'altruisme efficace. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne le premier concept, le welfarism agrégatif, ce qui est mesuré pour identifier si une action est morale est l'agrégation du bien-être de chaque individu impliqué dans la situation. Le bien-être peut être défini de plusieurs façons, mais les 2 idées essentielles sont le caractère individuel du bien-être et le fait qu'on fait la somme, qu'on agrège le bien-être de tous ces individus-là. Ensuite, en ce qui concerne la maximisation, le critère moral concernant cette mesure du bien-être individuel qu'on agrège, c'est l'accumulation de la plus grande quantité de bien-être, c'est-à-dire la maximisation de ce bien-être-là. Ensuite, l'utilitarisme ajoute un principe concernant la considération des individus, le principe d'équité utilitariste. C'est l'idée que l'augmentation du bien-être de chaque individu a la même valeur. On ne considère donc pas que l'augmentation du bien-être de quelques-uns comme valant plus que l'augmentation du bien-être de d'autres personnes. Finalement, dans la conception utilitariste, le tort que l'on peut créer par nos actions doit être retiré de la somme de bien-être à la façon d'une subtraction. Donc, si une action crée 5 unités de bien-être et 2 unités de tort, l'action crée 3 unités de bien-être. Et ce que ça implique, c'est que le poids moral du tort est égal au poids moral du bien qu'on peut créer. Ensuite, l'altruisme efficace s'intéresse également à l'agrégation du bien-être individuel, comme l'utilitarisme. Ce qui les intéresse, c'est de sauver le plus grand nombre de vies et d'augmenter la qualité de vie du plus grand nombre de personnes dans la plus grande mesure avec les ressources qui sont disponibles. Ce qui les différencie de l'utilitarisme, c'est l'idée que leur mesure est un outil pratique et utile et non une définition du bien en tant que tel. Donc, le bien n'est pas restreint au fait d'augmenter l'utilité, mais ne pas mourir étant en jeune âge et de maladies souffrantes est un point de départ intéressant qui est loin d'être atteint pour la grande majorité de la population. Si les problèmes finissent par être réglés, l'altruisme efficace est très ouvert à redéfinir leurs mesures pour s'ajuster à la nouvelle situation. Donc, c'est une différence qui est plus théorique que pratique parce qu'en bout de ligne, ça ne change pas grand-chose dans leur façon d'agir. Par exemple, en ce qui concerne le principe d'équité, l'idée de maximisation, ensuite, est appliquée de 3 façons spécifiques par l'altruisme efficace. Donc, premièrement, la maximisation de l'altruisme efficace est une forme de cadre éthique de vie pour maximiser le bien que chaque individu peut faire. Ce cadre se restreint particulièrement à maximiser 3 aspects de notre vie. L'utilisation de notre argent, l'utilisation de notre temps et l'utilisation de notre carrière. L'altruisme efficace affirme que dans un monde fonctionnant de manière contre-intuitive, la meilleure façon de créer du bien est par nos dons. On peut donc créer plus de bien en travaillant 1 heure à un emploi payant et en donnant notre revenu à un organisme efficace qu'en faisant des actions bienfaitrices nous-mêmes. Deuxièmement, le cadre éthique ne prétend pas répondre à d'autres questions morales, comme, par exemple, est-ce qu'il est permis de mentir ou de tricher dans certaines occasions?
genre de question est en dehors du cadre de l'altruisme efficace, alors qu'en principe, du moins, l'utilitarisme peut prétendre répondre à toutes les questions morales. Finalement, comme l'altruisme efficace est un mouvement pratique, il répond à des limitations morales comme ne pas tuer, par exemple. Même si la mort de quelqu'un pourrait maximiser le bien, ce genre d'action-là n'est évidemment pas défendu par l'altruisme efficace, contrairement à ce que l'utilitarisme pourrait faire. Et donc, aucun mouvement sérieux ne pourrait considérer ce genre d'action, ce qui n'est pas fait par l'altruisme efficace. Ensuite, en ce qui concerne le principe d'équité utilitariste, l'altruisme efficace l'applique spécifiquement de deux façons dans le cadre de l'aide internationale. Par la neutralité par rapport au choix des groupes d'individus aidés et par une neutralité des causes supportées. D'abord, l'altruisme efficace les altruistes efficaces mettent l'accent sur l'idée qu'on ne devrait pas préférer venir en aide à un groupe d'individus à cause de raisons qui nous sont personnelles, que ce soit à cause du genre des personnes qu'on voudrait aider, de leur ethnie ou toute autre caractéristique qui peuvent nous toucher davantage. Donc, cette restriction diminue l'efficacité de l'aide puisqu'on choisit en vertu de préférences personnelles et non en fonction de ce qui est le plus efficace. Toutefois, la caractéristique qui diminue le plus l'efficacité, c'est la préférence d'aider des gens qui viennent de son pays ou ses compatriotes par rapport à aider des gens dans des pays étrangers, surtout lorsqu'on vient de pays riches. Donc, cela est généralement vrai à cause de la loi du rendement décroissant. Selon cette loi, plus on a d'une ressource, moins l'ajout de cette ressource a un effet bénéfique. Par exemple, donner un litre d'eau à quelqu'un dans une piscine sera moins bénéfique à une personne se trouvant au milieu du désert. Et donc, l'altruisme efficace a identifié qu'à statut équivalent, l'argent donné à une personne d'un pays en développement est 100 fois plus efficace que pour une personne d'un pays développé. Donc, préférer donner pour supporter des gens d'ici, c'est un peu affirmer, considérer qu'ils valent 100 fois plus qu'une personne vivant dans un autre pays en développement. C'est préférer sauver une personne plutôt que sauver 100 personnes là-bas, ce qui est moralement répréhensible selon l'altruisme efficace. Ensuite, la deuxième différence, la deuxième façon de l'appliquer, c'est que l'altruisme efficace met également l'accent sur l'idée qu'on ne devrait pas préférer certaines causes plutôt que d'autres à cause d'expériences personnelles particulières. Donc, Singer, dans un de ses livres récents, donne 3 exemples de mauvaises raisons pour donner. Donner à un organisme de recherche sur le cancer du sein car votre conjointe est morte du cancer du sein. Donner un refuge pour animaux domestiques car vous aimez les chiens. Ou supporter des artistes émergents parce que vous rêviez de devenir artiste quand vous étiez jeune. Même si ces causes peuvent être attirantes, elles sont très loin d'être efficaces et ne devraient donc pas être supportées selon l'altruisme efficace. Et finalement, en ce qui concerne le tort, l'altruisme efficace défend que les torts ont plus de poids moral que le bien. Toutefois, rien de plus n'est spécifié dans leur littérature. Il y a des milliers de pages dans la littérature sur l'altruisme efficace, sur comment maximiser le bien, mais il n'est énoncé que dans quelques phrases qui ne remplissent même pas une page que le tort a un peu plus de poids moral que le bien, mais sans clarification subséquente. C'est probablement l'angle mort le plus important du mouvement, mais on peut considérer en fait que le tort est considéré de façon moins importante que le bien, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne les critiques institutionnelles, qui s'adressent à chacun de ces concepts-là. Donc, si on commence par la première, la critique du welfarisme. Donc, la critique que les critiques institutionnelles adressent à la conception welfariste de l'altruisme efficace est que leur évaluation du bien-être est trop étroite. En effet, le monde est très compliqué et la mesure des effets d'action créant des changements importants doit être étroite pour être précise, alors que l'altruisme efficace souhaite avoir des mesures très précises. Donc, les effets diffus à long terme, bienfaiteurs ou néfastes, ne sont généralement pas pris en compte par ces recherches et par les recherches que favorisent l'altruisme efficace. Donc, des recherches en double aveugle. Donc, le bien créé par des changements plus institutionnels peut difficilement être pris en compte et les effets néfastes de l'aide internationale à long terme ne sont pas mesurés par les recherches utilisées, ce qui fait en sorte que le bien-être créé réel peut différer du bien-être créé, du bien-être mesuré considéré par l'altruisme efficace. Ensuite, la deuxième critique qui est adressée considérant la maximisation, c'est lorsque l'objectif est de maximiser l'utilité, la répartition de cette utilité n'est pas prise en compte et on en arrive à une répartition qui ne respecte pas le principe de justice. Prenons l'exemple d'un programme qui peut soit aider des gens démunis ou les gens les plus démunis. Donc, c'est avec un même investissement, le programme crée 10 unités de bien-être pour les personnes démunies et seulement 5 unités de bien-être pour les personnes les plus démunies. Donc, l'altruisme efficace préférait aider les personnes démunies plutôt que les secondes parce que l'intervention maximise l'utilité. Or, les gens les plus démunis devraient être aidés en priorité selon une approche déontologique. Donc, souvent, les gens les plus démunis ont plus de ressources de victimisation qui doivent être attaquées de concert pour les aider, ce qui les rend souvent plus difficiles à aider
que des populations moins vulnérables qui peuvent bénéficier plus facilement de l'aide. La maximisation et justice rentrent souvent en conflit. Donc, si en ce qui concerne les critiques concernant le principe d'équité, si on se souvient, l'altruisme efficace actualise le principe d'équité utilitariste de deux façons particulières: la neutralité des personnes aidées et la neutralité des causes. Donc, la critique adressée à la neutralité des groupes de personnes aidées est que les relations humaines sont toujours partiales, qu'elles sont toutes biaisées. Est-ce qu'il faudrait préférer donner un organisme d'aide internationale efficace plutôt que de payer le médicament dispendieux de son grand-père? On voit aussi émerger la critique que l'altruisme efficace est trop exigeant moralement. D'une certaine façon, c'est impossible de ne pas préférer donner des cadeaux de Noël à ses enfants plutôt que de donner à un organisme qui fera plus de bien que le cadeau qui ne le ferait. Ensuite, en ce qui concerne la critique concernant le deuxième principe d'équité par rapport aux causes, la critique adressée à la neutralité des causes est que cette approche est inefficace. Et que pour réellement amener un changement social, il faut s'engager dans une cause, même si elle peut sembler perdre de son efficacité en chemin. Les critiques institutionnelles donnent souvent l'exemple de l'abolitionnisme des États-Unis. L'abolition de l'esclavage pouvait, à certains moments, sembler impossible, être une cause perdue. Mais c'est parce que des gens se sont entêtés malgré les apparents obstacles insurmontables qui n'auraient pas fait bonne figure dans un calcul d'utilité, que les gens sont ralliés derrière les leaders du mouvement et ont fait ce changement institutionnel qui a une quantité incalculable de bienfaits qui perdurent dans le temps. Bref, la neutralité face aux causes amène les altruistes efficaces à changer leurs priorités au gré des nouvelles données, alors que pour être réellement efficace, il faut s'engager dans une cause et tout faire pour atteindre son objectif. Finalement, l'altruisme efficace, en supportant l'aide internationale, ne remplit pas son devoir négatif d'éviter de faire des torts, car il cause lui-même 3 types de torts: par son paternalisme, par son manque d'empowerment et par les effets inattendus de l'aide internationale. Donc, premièrement, le paternalisme est une forme d'insulte qui laisse sous-entendre que le parti faisant preuve de paternalisme est supérieur à celui qui est paternalisé. Comme on l'a vu dans la définition de l'altruisme efficace, le mouvement utilise les meilleures preuves empiriques pour guider ses actions. Or, le point de vue des victimes sur ce qui serait le mieux pour les aider n'est pas considéré comme étant une preuve empirique de qualité, selon l'altruisme efficace. Et donc, l'altruisme efficace fait preuve de paternalisme. Deuxièmement, l'altruisme efficace ne mise pas sur l'empowerment des populations, mais sur ce qui crée le plus de biens mesurables. L'effet positif de l'empowerment est souvent difficile à mesurer. Selon les critiques institutionnelles, en ne mettant pas l'empowerment au centre de leurs préoccupations, c'est-à-dire en ne favorisant pas la participation des personnes aidées, en ne les aidant pas à développer leur autonomie, l'altruisme efficace crée une relation de pouvoir inégale, de perte d'autonomie et de dignité de ceux et celles que le mouvement vise à aider. Et finalement, l'aide internationale tend à créer des effets néfastes, inattendus et difficilement mesurables. Donc, par exemple, l'aide internationale offre des services et des ressources qui viennent de l'extérieur sous la forme du don. Par exemple, un organisme qui donne de la nourriture fait de la compétition déloyale aux agriculteurs locaux, puisqu'il leur est impossible de rivaliser avec de la nourriture gratuite. Cela a pour effet d'affaiblir les entreprises locales, ce qui diminue l'autonomie locale, surtout une fois que l'organisme a quitté la région. L'effet à court terme peut être positif, mais à long terme, ça peut avoir des effets dévastateurs, des effets qui sont peut-être plus importants que le bien que ça peut créer. Et donc, après avoir vu ces 5 critiques-là, je vais tenter de voir quelles critiques peuvent être incorporées à l'altruisme efficace pour le rendre plus efficace. Donc, la première critique porte sur les limites de l'évaluation. Me semble pertinente car l'important, ce n'est pas de maximiser le bien qu'on évalue faire, mais le bien réel. Et une partie importante des conséquences ne sont pas mesurées par l'altruisme efficace. L'altruisme efficace, en fait, met l'accent sur la qualité de l'information et des données qu'ils utilisent. Donc, il pourrait avoir tendance à vouloir appliquer les changements par rapport à cette critique-là. Depuis, l'altruisme efficace a maintenant établi une nouvelle priorité éthique, le long-termism, qui consiste à incorporer les générations futures dans notre cercle moral. Ils sont donc disposés à appliquer ce genre de changement épistémique, puisqu'ils se soucient des choses qui se passent à long terme et ils ont tendance à vouloir avoir les meilleures données empiriques. Selon moi, elle me semble adéquate. Ensuite, la seconde critique me semble, quant à elle, infondée, car l'altruisme efficace met tellement l'accent sur la loi du rendement décroissant, c'est-à-dire l'idée que moins on a d'une ressource, plus l'ajout de cette ressource-là a un effet positif sur le bien-être, que les causes sur lesquelles ils mettent l'accent vont tendre à aider les personnes qui sont les plus démunies.
Donc, les causes ayant la priorité sont la maladie infantile en Afrique subsaharienne, le transfert d'argent aux familles les plus défavorisées des pays les plus défavorisés, etc. Donc, bref, sans incorporer un principe de justice, un désir sérieux de maximisation est suffisant pour préférer améliorer la condition des personnes les plus démunies. Et ça semble être démontré empiriquement par les organismes que l'altruisme efficace soutient. Donc, la troisième critique, que les relations humaines sont toutes biaisées, me semble également avoir mal compris l'altruisme efficace, car le mouvement ne stipule pas que toutes nos actions morales doivent être maximisées, mais qu'il est important, lorsqu'on donne, de s'assurer d'avoir un effet et un effet le plus grand possible, compte tenu de nos ressources, et nos ressources sont limitées. Et l'altruisme efficace, en fait, ne dit pas qu'on doit donner tout notre argent pour aider les personnes les plus démunies, mais en utilisant nos surplus, un 10 par année, de tenter de le faire de façon la plus efficace possible. La quatrième critique concernant l'engagement à une cause me semble partiellement justifiée. Donc, d'un côté, l'altruisme efficace est très prudent et a tendance à éviter d'agir à moins d'être certain d'être dans la bonne avenue, ce qui les rend un peu moins prompts à changer de cause que ne le suppose la critique. Toutefois, il est vrai que l'altruisme efficace s'attaque à plusieurs causes différentes afin d'éviter de mettre toutes leurs œufs dans le même panier. L'altruisme efficace est plus comme un ou une investisseur visant à maximiser le rendement de ses investissements qu'à un entrepreneur créant sa propre compagnie en investissant tout ce qu'il a pour que ça fonctionne. Donc, peut-être que l'altruisme efficace devrait accumuler des ressources pour s'attaquer à un gros projet dans quelques années, un projet qui serait plus de nature institutionnelle. Ça serait à voir. Et finalement, la cinquième critique, que l'altruisme efficace fait du tort de plusieurs façons, elle me semble justifiée. Et l'altruisme efficace devrait investir plutôt dans des interventions ressemblant à Give Directly qu'à la Against Malaria Foundation. Car Give Directly évite le paternalisme en donnant le plein pouvoir aux personnes, permet une forme d'empowerment parce que les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent et évite plusieurs effets inattendus que peuvent créer le fait d'offrir un service direct à la population. Et donc, en conclusion, en élargissant sa conception épistémique et en incluant davantage les torts dans leur évaluation, l'altruisme efficace pourrait améliorer son efficacité réelle plutôt que l'efficacité qu'il est capable de mesurer. Donc, ce serait terminé. Merci beaucoup, Kevin. Je suis sûre que tout le monde dans leur salon t'applaudisse en ce moment. C'était super intéressant. Donc, on va passer à la période de questions. Jennifer, est-ce que tu es là? Absolument. Je garde un œil sur les mains levées et sur le chat également. Alors, libre à vous, soit de faire signe à la caméra. Oh, j'ai Jacinthe. Bravo, on a déjà quelqu'un qui brise la glace. Ici, vous levez la main. Ou sinon, vous m'envoyez votre question dans le chat si vous préférez, puis je vais la lire pour vous. Il n'y a pas de souci. C'est à moi? Oui, absolument. Oui, bonjour. Je me demandais, j'ai écouté attentivement, puis je me demandais s'il y a une ou l'autre des approches qui en vient à faire une critique du capitalisme, parce que c'est le gros problème majeur qu'il me semble. Mm-hmm. Et, je pense que ce serait peut-être plutôt la critique institutionnelle qui pourrait faire ce genre de critique-là. Mais qu'en dirait l'altruisme efficace, par exemple? Oui, c'est une très bonne question. Vous avez bien identifié, ce serait effectivement la critique institutionnelle qui serait très anticapitaliste. En fait, oui, ils peuvent changer des institutions qui sont peut-être un peu moins fondamentales comme les paradis fiscaux, mais il y a plusieurs personnes qui sont anticapitalistes qui font partie de la critique institutionnelle. Mais l'altruisme efficace, en fait, est très proche du capitalisme. Souvent mettre l'accent sur l'idée que les conditions de vie de la plupart des personnes ont augmenté depuis l'arrivée du capitalisme dans la plupart des pays industrialisés et même dans les pays qui ne sont pas industrialisés ou les pays en développement. Et donc, l'espérance de vie a augmenté depuis que le capitalisme est arrivé, que le confort a augmenté, qu'on a une plus grande espérance de vie, qu'on a, sur tous les indicateurs, en fait, il y a une augmentation, même dans les pays les plus pauvres. Et en fait, les dernières nouvelles ont montré que 2020 va être la première année où les conditions des gens dans les pays en développement ne vont pas s'être améliorées d'une année à l'autre depuis 1987. Donc, l'altruisme efficace met beaucoup l'accent là-dessus et qui dit oui, effectivement, peut-être qu'il y a des problèmes avec le capitalisme, mais que c'est mieux d'avoir un capitalisme qui serait plus aidant que de le renverser. Donc, qui ne serait pas très pour le renverser en général. Merci. J'ai une autre question pour toi, Kevin. Comment est-ce que tu catégoriserais les fondations qui jouent aussi le rôle des organisations internationales
en venant en aide dans les populations ou des pays vulnérables en sachant qu'ils ont parfois d'intéressants crédits d'impôt. Par exemple, la Fondation Bill Gates. Mm-hmm. Oui, c'est une grosse question très chaude. En fait, l'altruisme efficace est un fan du travail de Bill Gates, donc sont plus ou moins critiques de ça. Et la question est un peu longue. C'était quoi exactement?